Après toutes les séparations et les brèves réconciliations, il semble que Pink Floyd ne se réunira plus jamais vraiment. Aujourd'hui, à 81 ans, Roger Waters est enfin prêt à raconter l'histoire, sa version de la fin du groupe. Pas seulement les gros titres, ni les déclarations publiques, mais la vérité brute et personnelle derrière l'effondrement de l'un des plus grands groupes de l'histoire du rock. Était-ce l'ego, la trahison, ou bien le groupe était-il déjà brisé dès le départ? Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur des révélations que Waters vient de faire, des détails qui choqueront même les fans les plus dévoués. Les réponses que vous attendiez depuis des décennies sont enfin là. L'ascension de Pink Floyd. Lorsque Roger Waters, Nick Mason et Richard Wright se rencontrent pour la première fois au Regent Street Polytechnic en 1963, rien ne laissait présager qu'ils étaient aux prémices de l'histoire du rock. Avec d'autres étudiants, ils forment un modeste groupe jouant des reprises de R&B sous des noms oubliables. Sigma 6, les Screaming Abdab, les Megadeths. Mais tout change à l'arrivée de Syd Barrett à Londres. Barrett était différent. Ami d'enfance de Waters, il était à la fois mystique et farceur. Il peignait, écrivait, jouait de la guitare et vivait dans un monde intérieur surréaliste qui se déversait bientôt dans la musique. Avec lui, le groupe passe des reprises ordinaires à quelque chose de plus étrange, des jams expérimentaux, des bizarreries poétiques, des hallucinations sonores. Un soir, découvrant qu'un autre groupe appelé T7 était programmé, Barrett invente à la hâte un nouveau nom, Pink Floyd, inspiré de deux bluesmen qu'il adorait, Pink Anderson et Floyd Council. Ce moment marque la naissance de quelque chose d'extraordinaire. En 1965, Pink Floyd enchaîne les concerts psychédéliques dans les clubs underground de Londres. L'imagination et le charisme de Barrett en font une sensation culte. Leurs morceaux s'étendent comme des rêves, sans paroles, errants, portés par des grooves hypnotiques et un chaos improvisé. Barrett ne composait pas de simples paroles. Il les évoquait comme des incantations. Ses chansons mêlaient une fantaisie enfantine à une introspection troublante, et sa guitare, un kaléidoscope d'échos, de feedback et de virages imprévisibles. En 1966, Peter Jenner, maître de conférences en économie à la LSE, les voit sur scène et est fasciné. Avec Andrew King, il devient leur manager, leur achète du matériel et fonde Black Hill Enterprises. Ils deviennent partenaires, artistiques et commerciaux. Et Pink Floyd commence à affiner sa signature. Des shows lumineux immersifs, des visuels abstraits et des concerts qui ressemblent à des expériences hallucinatoires. Lors d'un concert, des projections, des bulles et un son quadriphonique précoce étaient au rendez-vous. La presse ne savait comment les qualifier. Le Sunday Times parle de « un rêve éveillé ». Mais tout le monde n'appréciait pas. Un club de jeunes catholiques refuse de les payer, estimant que ce qu'ils faisaient n'était pas de la musique. L'affaire est portée devant un tribunal et le jury leur donne tort. Pourtant, au UFO Club et à l'All Saints Hall, ils trouvent leur véritable public. Des esprits curieux, des âmes rebelles, des marginaux reconnaissant le génie dans la folie de Barrett. Mais Barrett sombre. Le LSD, autrefois source d'inspiration, le consume peu à peu. Il se retire, ses performances deviennent imprévisibles. Parfois, il ne joue même pas. Et pourtant, c'est durant cette période qu'il compose certains des morceaux les plus emblématiques du groupe. Arnold Lane, enregistré en janvier 1967, est un premier single audacieux, sombre, drôle, provoquant. EMI leur donne 5000 livres et le morceau atteint la 20e place des charts britanniques, malgré son interdiction sur certaines stations. Leur sortie suivante, See Emily Play, connaît encore plus de succès, atteignant la 6e place. Cela propulse le groupe sur le devant de la scène, mais marque aussi le début du déclin de Barrett. Sur Top of the Pops, il mime avec indifférence, le regard vide. Pourtant, les fans sont captivés. Il n'était pas juste excentrique, il était magnétique, hanté, brillant.
En août 1967 sort leur premier album The Piper at the Gates of Dawn. Un chef-d'œuvre psychédélique débordant d'énergie expérimentale et truffé d'énigmes lyriques. Barrett en est le principal auteur. Astronomie Domine explore le cosmos. Lucifer Sam est un récit d'espionnage déguisé en morceaux de rock. Bike est une berceuse dérangée. Barrett peignait des paysages sonores avec son esprit et sa folie. Mais derrière les éloges, le groupe souffre. Barrett devient de plus en plus instable. Il assiste au concert en restant figé. Ou ne vient pas du tout. Lors d'une tournée américaine, son état empire. À San Francisco, il désaccorde sa guitare sur scène. Dans American Bandstand, il refuse de parler. Ce n'était pas de la timidité, c'était plus profond, plus sombre. Fin 1967, Barrett avait offert à Pink Floyd son identité, mais il s'en éloignait déjà. L'ascension du groupe et sa stabilité interne allaient droit à la collision. Peu le savaient alors, mais le prince psychédélique de l'underground londonien avait déjà brûlé trop intensément. David Gilmour rejoint le groupe et Syd Barrett est contraint de partir. Alors que Pink Floyd accédait à la célébrité, Barrett sombrait lentement dans les ténèbres de son propre esprit. Le comportement erratique de Barrett devenait de plus en plus préoccupant, même lorsque le groupe sortait son premier album, The Piper at the Gates of Dawn. Bien qu'il ait atteint la 6e place des charts britanniques et reçu un accueil critique favorable, la pression de la célébrité et l'usage croissant de LSD par Barrett commençaient à laisser des marques visibles. Lors d'un concert au Fillmore de San Francisco, il resta simplement immobile sur scène, désaccordant sa guitare, perdu dans la musique, ou peut-être dans son propre esprit. À la télévision américaine, notamment dans American Bandstand de Dick Clark et The Pat Boone Show, il semblait inquiétant de vacuité, fixant le vide comme si les lumières et les questions ne l'atteignaient plus. David Gilmour, ami de longue date de Barrett et natif de Cambridge comme lui, avait déjà perçu les signes avant-coureurs. Lors d'une visite au studio de Chelsea en mai 1967, Barrett ne sembla même pas le reconnaître. « J'ai appris à bien connaître ce regard », dira plus tard Gilmour. Et je peux dire officiellement que c'est là que tout a changé. C'était un choc. Il n'était plus la même personne. À mesure que Pink Floyd gagnait en notoriété, le contraste entre le génie de Barrett et son effondrement mental devenait impossible à ignorer. Le groupe, les managers Peter Jenner et Andrew King, et même les amis les plus proches de Barrett, espéraient encore que son état n'était que passager. Mais peu à peu, l'espoir laissa place à l'inquiétude. Il restait en coulisses, la guitare sous le bras, les bras ballants, sans réaction, même lorsque le reste du groupe entamait le concert. Son détachement n'était pas seulement troublant. Il devenait dangereux pour un groupe désormais exposé au regard du public. Le point de rupture survint lors de leur première tournée américaine. Barrett, autrefois centre visuel et sonore du groupe, était devenu un fardeau. Il refusait de jouer, disparaissait sans prévenir, et lors d'une fameuse performance mimée de See Emily Play, il ne bougea même pas les lèvres. De retour à Londres, il était évident que la situation ne pouvait plus durer. Mais se séparer de Syd Barrett n'était pas une décision facile. Il était le fondateur, l'étincelle créative, le visage du groupe. Et pourtant, la musique ne pouvait continuer ainsi. En guise de solution temporaire, le groupe invita David Gilmour à les rejoindre en décembre 1967. L'idée était que Gilmour joue et chante sur scène, pendant que Barrett resterait en retrait, écrivant des chansons, conservant son titre, mais quittant les projecteurs. Cette formule se révéla vite irréalisable. L'état de Barrett se dégrada rapidement. Il devenait presque catatonique, livrant des titres comme « Scream Thy Last Scream » et « Vegetable Man », brillant mais d'une crudité troublante, jugé trop dérangeant par UMI pour être commercialisé. Même Apples and Orange, pourtant sorti officiellement, manquait du charme envoûtant de ses succès précédents et échoua dans les ventes.
Au début de 1968, l'impensable devint inévitable. Après une série de performances désastreuses, certaines où Barrett refusait même de descendre du bus, le groupe cessa tout simplement de venir le chercher. Lors d'un trajet vers un concert, Mason demanda célèbrement « On va chercher Sid ?» La réponse fut discrète mais définitive « Non ». Barrett fut ainsi écarté. Le groupe ne tint jamais de réunion officielle, ni n'annonça de renvoi formel. Il ne fut simplement plus invité. Avec Gilmour désormais pleinement intégré, Pink Floyd continua sa route, à contre-cœur mais résolu. Barrett, celui qui avait autrefois illuminé les scènes de son charisme et de son imagination, regardait désormais de l'extérieur, remplacé dans le groupe qu'il avait fondé. Certains dans son entourage nourrissaient encore quelques espoirs. Waters organisa une rencontre avec le psychiatre radical R.D. Laing, mais Barrett refusa de descendre de voiture. Lors d'un séjour à Formentera avec le docteur Sam Hutt, un médecin proche du monde du rock, l'état de Barrett ne montra aucun signe d'amélioration. Le groupe, lui, continuait à jouer, parfois avec Jimi Hendrix, parfois seul, mais toujours hanté par le vide laissé par leur fondateur. Quand The Piper at the Gates of Dawn sortit dans les bacs, il représentait autant une célébration du génie de Barrett qu'une capsule temporelle d'une époque fugace. Chaque note, chaque mot portait son empreinte. Des morceaux comme Bike, Interstellar Overdrive et Astronomie Domine n'étaient pas de simples chansons, mais des échos d'un esprit qui voyait le monde autrement. Mais la flamme de Barrett, bien que brillante, brûla trop vite. En mars 1968, Pink Floyd se sépare officiellement de son chanteur et guitariste originel. David Gilmour, avec sa précision mélodique et son intensité discrète, devint non seulement son remplaçant, mais l'un des piliers créatifs du groupe pour les décennies à venir. La transition ne fut pas sans douleur, il y eut de la culpabilité, du chagrin et l'ombre omniprésente de l'absence de Sid. Pourtant, Pink Floyd sortit de cette crise plus fort, prête à entamer une nouvelle ère musicale centrée sur des thèmes que Barrett n'avait jamais pu fuir. La folie, la perte et la quête de sens dans un monde fracturé. Même des années plus tard, l'influence de Barrett planait comme un écho dans leurs œuvres les plus emblématiques. L'album Wish You Were Here, sorti en 1975, était un hommage bouleversant à sa mémoire, en particulier dans le morceau Shine on You Crazy Diamond. Barrett avait quitté la scène, mais jamais leur cœur. L'ascension de Waters. Après le départ de Syd Barrett, beaucoup pensaient que Pink Floyd allait s'effondrer. Après tout, Barrett n'était pas seulement le fondateur, il était l'âme du groupe, l'architecte de son étrange et scintillant son des débuts. Mais au lieu de se désintégrer, le groupe se réinventa. Le chemin ne fut pas facile, et certainement pas démocratique, mais il fut transformateur. Des cendres de l'éviction de Barrett, un nouveau leader émergea, Roger Waters. L'ère post-Barrett du groupe débuta avec A Saucer Full of Secrets en 1968, un pont entre le chaos psychédélique et un son plus raffiné, plus conceptuel. L'album était brut, exploratoire, inégal, mais il posa les bases de ce qui allait suivre. Au cours des années suivantes, Pink Floyd sortit More, Ummagumma, Atom Heart Mother et Obscured by Clouds, des albums qui privilégiaient l'atmosphère au refrain, l'expérimentation sonore à l'attrait commercial. Chaque membre contribuait et pendant un temps, la charge créative semblait partagée. Mais tout changea avec The Dark Side of the Moon. Sorti en 1973, l'album ne fut pas seulement un succès, ce fut un phénomène culturel. Il resta plus de 14 ans dans les classements du Billboard et s'écoula à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde. L'artwork du prisme devint iconique. La fusion fluide entre concept, paroles et son marqua un tournant, non seulement pour l'image publique du groupe, mais aussi pour sa dynamique interne. Waters émergea du projet avec une nouvelle autorité. Il avait écrit toutes les paroles et conçu l'essentiel du cadre conceptuel.
Gilmour apporta certains des moments musicaux les plus marquants, mais c'était Waters qui imposait la vision. Selon Gilmour, ce succès fut déroutant. C'était une période très difficile, déclara-t-il plus tard. Il fallait réévaluer pourquoi on faisait tout ça. Et c'était un moment assez confus, et un peu vide. Vint ensuite Wish You Were Here en 1975, un album façonné par le deuil, la mémoire et l'absence. Son hommage à Barrett, Shine on You Crazy Diamond, ouvrait et fermait le disque. Ironiquement, Barrett fit lui-même une apparition au studio pendant les sessions d'enregistrement. Méconnaissable, en surpoids. Storm Thorgerson, proche du groupe, se souvient « 2 ou 3 personnes ont pleuré. Il est resté un peu, à parler, mais il n'était pas vraiment là. » Cette visite bouleversa profondément Waters. Une grande partie de l'album baigne dans ce sentiment de présence spectrale. Si Wish You Were Here était une élégie, Animals fut une attaque politique. Inspiré de La ferme des animaux de George Orwell, Waters divisa la société en chiens, cochons et moutons. L'album était plus sombre, plus colérique et marqua le début des tensions ouvertes au sein du groupe. Pour la première fois, le claviériste Richard Wright ne reçut aucun crédit d'écriture. « Roger ne me laissait plus écrire », dira-t-il plus tard. C'est là que l'histoire d'ego dans le groupe a commencé. Ces tensions culminèrent lors de la fameuse tournée In the Flesh. Au stade olympique de Montréal, Waters, excédé par un fan bruyant, lui cracha dessus. Un moment de rupture qui inspira la création de The Wall. À ce stade, les membres du groupe voyageaient séparément, logeaient dans des hôtels distincts et communiquaient à peine. Les choses comme les familles font en sorte que ce cycle arrive à sa fin, admit Waters. Lorsque The Wall sortit en 1979, ce fut un double album monumental et un projet profondément personnel pour Waters, basé sur son sentiment d'isolement et de désillusion. Le producteur Bob Ezrin joua le rôle de médiateur entre Waters et le reste du groupe, mais les fractures s'élargissaient. Wright, déjà marginalisé, se disputa avec Ezrin et refusa d'annuler des vacances familiales prévues. Waters le licencia, bien que Wright revint comme musicien salarié pour la tournée. « Je ne voulais pas abandonner cette chose formidable », dira Wright. « J'ai joué du mieux que je pouvais, espérant que cela change la décision. » Mais le mal était fait. Waters se considérait désormais comme la seule véritable force créative du groupe. Wright était évincé, Gilmour de plus en plus mis à l'écart et Mason tentait de jouer les médiateurs, bien que ses performances à la batterie pâtissaient de troubles personnels. Durant la tournée The Wall, Waters et les autres ne se parlaient presque plus. À son apogée, Pink Floyd s'effondrait de l'intérieur. La situation empira encore avec The Final Cut en 1983. L'album, entièrement porté par Waters, avait des allures de projet solo publié sous le nom de Pink Floyd. La contribution créative des autres membres était pratiquement inexistante. Peu après, Waters quitta le groupe, convaincu que Pink Floyd ne survivrait pas sans lui. Il déclara qu'ils étaient une force créative épuisée et entama une action en justice pour dissoudre officiellement le groupe. The Final Cut, la fin d'une époque. Au début des années 1980, Pink Floyd était passé d'un groupe underground avant-gardiste à l'un des groupes les plus influents et couronnés de succès de l'histoire du rock. Mais avec le succès monumental vint un poids devenu insupportable. Internement fracturé et émotionnellement à bout, le groupe avançait péniblement vers ses derniers jours avec Roger Waters aux commandes, un titan créatif de plus en plus isolé et de moins en moins contesté. À l'origine, The Final Cut devait être un complément au film The Wall, provisoirement intitulé Spare Bricks. Il s'agissait de compiler des morceaux inutilisés des sessions précédentes, comme une sorte d'épilogue musical. Mais le monde changea en avril 1982. La guerre des Malouines éclata, réveillant chez Waters un profond sentiment d'indignation face à ce qu'il considérait comme du patriotisme de façade et une soif de sang nationaliste. La direction de l'album prit un virage radical.
Waters se mit à écrire de nouvelles chansons. Furieuses, introspectives, déchirantes. Ce n'était plus un simple album. C'était personnel. C'était politique. Et c'était la goutte de trop. Dès le début du projet, il s'opposa à David Gilmour. Gilmour pensait qu'un nouvel album méritait du matériel original, non des chutes de The Wall. Il supportait mal aussi d'être exclu du processus de création. Mais Waters, désormais leader incontesté du groupe, ignora ces objections. Il écrivit non seulement toutes les paroles, mais aussi toute la musique. Chaque morceau était marqué de son empreinte, chaque note résonnait selon sa vision. Les tensions montaient. Michael Kamen, déjà impliqué dans The Wall, revint pour jouer les médiateurs entre Waters et Gilmour, assumant en quelque sorte le rôle qu'occupait jadis Richard Wright. Wright, lui, avait été évincé par Waters durant l'album précédent. Nick Mason, toujours officiellement batteur du groupe, participa très peu, limité à des effets sonores, préoccupé par ses propres problèmes personnels. Gilmour demanda à Waters de repousser les enregistrements pour pouvoir écrire. Il essuya un refus net. Après une ultime dispute, son nom fut même retiré des crédits de production. La pochette de The Final Cut ne vint pas de Hipgnosis, les collaborateurs historiques du groupe, mais directement de Waters, qui supervisa le design sobre, un coquelicot épinglé à un ruban militaire. Tout indiquait que ce n'était plus un travail collectif. C'était un album de Roger Waters sous l'apparence de Pink Floyd. Sorti en mars 1983, The Final Cut divisa fans et critiques. Au Royaume-Uni, il atteignit la première place. Aux États-Unis, la 6e. Certains, comme Kurt Loder de Rolling Stone, le qualifièrent de chef-d'œuvre ultime de l'art rock. D'autres y virent une lamentation politique sombre et émotionnellement épuisante, sans réelle contribution du groupe tel qu'on le connaissait. Pour Waters, ce fut une libération cathartique, un hommage final au père qu'il n'avait jamais connu, tué pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour Gilmour, ce fut une aliénation. Roger pouvait demander « Qu'est-ce que tu as ?» Et je répondais « Je n'ai rien pour l'instant », raconta Gilmour. Mais je ne pensais pas qu'on devait utiliser des morceaux rejetés de The Wall. Je lui ai dit « S'il n'était pas assez bon à l'époque, pourquoi le serait-il maintenant ?» Malgré, ou peut-être à cause de, son amertume interne, The Final Cut reste l'un des albums les plus poignants de Pink Floyd. Il marquait, dans tous les sens, la fin d'une époque. Le groupe ne s'effondra pas en pleine tournée ou lors d'une conférence de presse dramatique. Il s'éteignit lentement. Wright était parti. Mason, distant. Gilmour se replia sur son projet solo, About Face, en 1984, pour exprimer ce qu'il ne pouvait plus dire à Waters directement. Le titre « You Know I'm Right » était une attaque à peine voilée contre leur relation fracturée. Pendant ce temps, Waters sortit son propre album solo, The Pros and Cons of Hitchhiking, la même année. Sa pochette controversée et sa narration, encore plus abstraite et personnelle que The Final Cut, témoignèrent d'un artiste en quête de vérité intime. Aucun des deux albums n'égala le succès des précédents Pink Floyd, mais tous deux disaient une chose clairement. Le groupe n'était plus un groupe. Un dîner en 1984, réunissant Waters, Gilmour, Mason et le manager Steve O'Rourke, aurait pu tout changer. Gilmour et Mason quittèrent la table convaincus que Pink Floyd avait encore un avenir. Waters, lui, pensa que tout était fini. La mésentente était devenue leur langue commune. Nous avons quitté le restaurant avec des visions diamétralement opposées de ce qui avait été décidé, écrira Mason. En 1985, Waters rendit sa décision officielle. Il informa EMI et Columbia Records qu'il quittait Pink Floyd. Il voulait dissoudre le groupe, le jugeant arrivé au bout de son chemin. Lorsqu'il apprit que le partenariat n'avait jamais été formalisé juridiquement, il tenta d'en prendre le contrôle devant les tribunaux, arguant que Pink Floyd était une force créative épuisée et que le nom devait être retiré. Gilmour n'était pas d'accord. Dans une interview au Sunday Times, il répliqua « Roger est comme un chien dans la mangeoire.
Je vais me battre. Personne d'autre n'a jamais prétendu que Pink Floyd n'était que lui. Quiconque fait cela est extrêmement arrogant. La bataille juridique dura jusqu'à la fin de 1987. Finalement, Waters céda. Ce ne fut pas une différence artistique, mais la pression financière qui l'obligea. Si je n'avais pas trouvé un accord, les répercussions financières m'auraient complètement ruiné, admit-il plus tard. David Gilmour prend le contrôle. Lorsque Roger Waters quitta Pink Floyd, beaucoup pensèrent que le groupe allait discrètement disparaître. Mais David Gilmour en avait décidé autrement. Ayant obtenu les droits légaux sur le nom Pink Floyd, il prit les rênes. Tout commença sur la Tamise, à bord de l'Astoria, la péniche studio de Gilmour. C'est là, entouré de souvenirs et de rancunes, que naquit le nouveau Pink Floyd, sans Waters, mais avec Richard Wright, réinvité, bien que pas comme membre officiel. Le résultat fut A Momentary Lapse of Reason, un album atmosphérique et élégant, centré sur le son de guitare signature de Gilmour et des paroles écrites par des collaborateurs extérieurs. Il manquait peut-être le poids thématique des années 70, mais il réaffirmait la pertinence de Floyd à l'ère MTV. Pourtant, les tensions couvaient. Gilmour accusa Wright et Nick Mason d'être trop traumatisés par des années sous l'autorité de Waters pour contribuer réellement. Mason répliqua publiquement, blessé par cette affirmation. Malgré ces conflits, l'album fut un succès commercial, surpassant The Final Cut et permettant à Pink Floyd de repartir en tournée mondiale. Waters, furieux, tenta d'empêcher les promoteurs d'utiliser le nom Pink Floyd, réclama des droits d'auteur pour le cochon gonflable du groupe et aurait même interdit à ses anciens camarades d'assister à ses concerts solo. En réponse, l'équipe de Gilmour ajouta des attributs génitaux caricaturaux au cochon pour le différencier légalement. Vint ensuite The Division Bell en 1994, un album plus doux, introspectif, reflétant non seulement le style musical de Gilmour, mais aussi sa vie personnelle en pleine évolution. Sa compagne, la romancière Polly Samson, coécrivit de nombreuses paroles, apportant une sensibilité poétique absente des années plus polémiques du groupe. Wright, toujours simple salarié, obtint ses premiers crédits d'écriture en près de 20 ans, bien qu'il ressente amèrement son statut officieux. L'album, clôturé par l'émouvant High Hopes, laissait entrevoir un groupe en voie de guérison, tout en se dirigeant lentement vers sa fin. La tournée qui suivit fut monumentale, un dernier tour d'honneur ramenant Pink Floyd à ses origines. Ils interprétèrent The Dark Side of the Moon en intégralité, illuminèrent le ciel de laser et remplirent des stades entiers. Mais derrière le spectacle, un sentiment de clôture se dessinait. Aucun nouvel album ne vit le jour pendant des années. En 1996, le groupe fut intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, sans Waters. Puis, contre toute attente, un événement bouleversa le monde. Le 2 juillet 2005, la formation classique, Gilmour, Waters, Wright et Mason, se réunit pour une dernière performance lors du concert live 8 à Londres. Rien ne fut facile. Geldof dut passer par Mason pour joindre Waters et Waters appela Gilmour. 3 jours de répétition ponctués de tensions, mais sur scène, un miracle se produisit. Ils jouèrent Breathe, Money, Wish You Were Here et Comfortably Numb. Et, durant un instant suspendu, le temps sembla se replier sur lui-même. À la fin, alors que Gilmour s'éloignait, Waters l'appela pour une étreinte à 4, image qui fit le tour du monde. Waters admit plus tard que cette époque avait été négative et qu'aucun des membres n'était sorti grandi de la rupture de 1985. Malgré une offre de 136 millions de livres pour une tournée de réunion, Gilmour ferma la porte. Déjà fait. Je peux dire sans équivoque qu'il n'y aura plus ni tournée ni album auquel je participerai. Puis la tragédie rendit tout débat inutile. Syd Barrett, le visionnaire original du groupe, mourut en 2006. En 2008, Richard Wright succomba à un cancer. Gilmour lui rendit hommage publiquement
affirmant que sans Wright, il ne pouvait y avoir de Pink Floyd. Et pourtant, en 2014, quelque chose reprit vie. Gilmour et Mason explorèrent des enregistrements inédits datant de The Division Bell, dont beaucoup avec Wright. Il en résulta The Endless River, un album essentiellement instrumental présenté comme un hommage à leur ami disparu. La dernière piste, Louder Than Words, écrite par Polly Samson, tournait en dérision des décennies de conflits internes avec ses paroles. On râle, on se dispute, on se déteste à vue, mais on continue. Une fin douce pour l'histoire de Pink Floyd, élégiaque, mélancolique et résolument sans Roger Waters. Waters, de son côté, n'apprécia pas du tout. Il critiqua The Endless River, affirma n'y être aucunement lié et rappela que The Dark Side of the Moon était son œuvre. En 2023, il enfonça le clou en réenregistrant Dark Side en solo, remplaçant les voix originales par des poèmes parlés. « Assez de ce nous collectif », déclara-t-il au Télégraphe. « C'est mon projet, et c'est moi qui l'ai écrit. » L'amertume éclata au grand jour en 2023, quand Polly Samson qualifia Waters sur Twitter de « menteur, voleur, hypocrite, fraudeur fiscal, misogyne, mégalomane ». Gilmour approuva publiquement chaque mot. Waters, furieux, menaça de poursuites et dénonça une tentative de censure. Malgré tout cela, l'héritage de Pink Floyd persista. En 2022, Gilmour et Mason se réunirent sous le nom Pink Floyd, sans Waters, pour sortir « Hey, hey, rise up », une chanson en soutien à l'Ukraine. Waters condamna ce geste, blâmant l'OTAN et les États-Unis pour le conflit, accusant le groupe de bellicisme. Gilmour, furieux, le traita de partisan de Poutine. Et pourtant, le poids du mythe restait intact. En 2024, Pink Floyd vendit son catalogue à Sony Music pour environ 400 millions de dollars. Gilmour aurait forcé la décision, las des querelles incessantes. C'est 3 personnes qui disent oui, une qui dit non, expliqua-t-il. Je voulais en finir avec les disputes et les décisions. Aujourd'hui, Pink Floyd est un groupe plus légendaire qu'actif, plus fantôme que présence. Mais leur musique demeure, gravée dans le vinyle, coulée dans les écouteurs, transmise de génération en génération. Et tandis que leur catalogue est remasterisé, leur histoire revisitée et leur querelle rejouée sur la place publique, une chose reste certaine. Même dans le silence, Pink Floyd résonne encore. Après des décennies de génie, de tourments, de réunions, de procès et de silence amer, Roger Waters, à 81 ans, a enfin levé le voile sur la véritable fin de cette légende. Et maintenant que Roger Waters s'est exprimé, difficile de ne pas se demander, Pink Floyd était-il voué à l'éclatement? Était-ce la vision grandissante de Roger qui a brisé le groupe? Ou bien, les fissures étaient-elles déjà là, dès l'instant où Syd Barrett s'est effacé? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette histoire vous a permis de redécouvrir l'héritage du groupe, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de vérités cachées sur les plus grandes légendes de la musique.